Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anthony, aka Major. Salut Major, j'espère que tu vas bien. Salut, j'espère que tu vas bien aussi. Merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Merci à toi d'avoir accepté. Ça se passe les vacances? Ah ouais, enfin si on peut appeler ça des vacances, non, on est à Lausanne encore en ce moment. On profite du lac Léman, qui est juste en face de la maison, donc ça va. Ouais, donc tu es vraiment bien situé, du coup tu veux faire des petites baignades et puis tu reprends le travail, quoi. Ouais, en fait, juste avant, là, ce qu'on disait en off il y a quelques minutes, c'est l'avantage, c'est que le lac, il est juste en face, donc de 13h à 15h dans l'eau, tu vois. Et ça, c'est vraiment un petit luxe, c'est génial. Mais vraiment, tu es à 15 mètres de l'eau, tu vois. Non, c'est propre, mais en plus il fait chaud en plus. Ouais, là, il fait 35, 34. Il y a deux ventilateurs de chaque côté parce que la clim est plus assez puissante. Donc, Waouh, ouais, on a quand même eu un été assez chaud quand même. Mais bon, enfin bon. Là, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter? ouais, alors, du coup, Anthony Gonnet Van Porte, alias Major sur les réseaux sociaux. Moi, je suis spécialisé dans les nouvelles technologies émergentes. Ça inclut toutes les technologies qui sont liées. Attends, je reprends juste ce que j'avais parce que je l'ai bien mis. Voilà. Toutes les technologies qui sont émergentes, ça inclut la blockchain, l'intelligence artificielle, les sciences numériques, la robotique avec tout ce qui est lié à l'hybride principalement, et de la futurologie. Donc en gros, tu essaies de savoir ce qui va arriver basé sur des études evidence-based, donc c'est des études scientifiques que tu peux retrouver sur les sites du MIT, des consensus de recherche, etc. Et une fois qu'on a tous ces éléments-là, ben, on fait une sorte de belle salade et on en tire des résultats. Et ces résultats nous permettent ensuite de les vendre à des entreprises ou de dire, bah voilà, telle année en 2024, il peut y avoir ça comme tendance. Exemple, Mhm, 2024, les gens vont commencer à s'intéresser à leur santé et au biohacking, tu vois. mhm, Très certainement. Plus rebelote crypto-monnaie ou 2025 aussi. mhm. Et comment est-ce que tu t'es dit que tu allais te lancer dans toute cette technologie? C'était quoi le point le point de départ pour toi? Hmm. Alors, il n'y a pas eu vraiment de point de départ. C'est juste que de base, je suis passionné par la technologie parce que sur de nombreuses interviews, je ne vais pas le refaire là, mais j'ai eu un très gros accident et c'est la technologie qui m'a sauvé la vie. Et en fait, de fil en aiguille, avec la visite à l'hôpital qui a été assez longue, bah, ce qui s'est produit, c'est que je me suis vraiment intéressé à tout ce qui était lié à ces technos. Donc, peu importe le fonctionnement, mais l'idée, c'était surtout de comprendre comment ça fonctionnait, comment on pouvait en tirer profit. Et je me suis rendu vite compte que les gens ne savaient pas forcément l'utiliser. Il suffit de voir, si je te demande, est-ce que tes parents savent utiliser l'ordinateur tout seul, Ah, compliqué. ça devient Compliqué. compliqué. Alors, ça Ah, dépend des générations, mais tu vois, rien que là. Mais en fait, à un autre niveau, c'était à l'échelle de l'entreprise, les gens ne savent pas l'utiliser. Ils ne savent pas utiliser Internet, l'informatique, l'automatisation, les différents apps avec ce qui existe et que tout le monde utilise maintenant. Les boîtes ne savent pas l'utiliser. Et il y a un champ de, de possibilités qui est juste extrêmement vaste. Et l'idée, c'était de se positionner sur ce créneau-là en formant les entreprises et les dirigeants de ces entreprises pour leur permettre de comprendre et d'être à jour technologiquement sur ce qui se fait ou sur ce qui va se faire. Parce que tout le monde, par exemple, aujourd'hui connaît ChatGPT, etc., mais personne ne se pose la question de euh, comment j'utilise mes propres datas de manière sécurisée pour pouvoir aussi ensuite utiliser ChatGPT dans un environnement que je maîtrise et où ça ne part pas aux US pour faire quelque chose d'extrêmement intéressant avec mes propres données personnelles. Et par mhm. exemple, je lui donne toutes les réunions téléphoniques que j'ai enregistrées depuis des années, toutes mes vidéos YouTube, tous mes podcasts, tous mes livres, etc. Je lui dis, bah, dresse-moi la personnalité de cette personne et ensuite, basé sur ça, crée un business en ligne ou donne-moi le plan d'action pour le faire. Et ensuite, tu lui dis, bah voilà, euh, j'aimerais euh, j'aimerais lancer tel produit ou tel service dans mon entreprise avec la personnalité du dirigeant
que tu as définies par rapport à ces montagnes de data. Donc, c'est du fine tuning. Et quand tu commences à maîtriser tout ça, tu peux vraiment faire un carnage parce que, de un, tu peux faire des vidéos en français, en anglais, en international, ce que tu veux. Tu peux faire des produits dans toutes les langues. Tu peux aussi distribuer et lire des statistiques beaucoup plus facilement. Donc, par exemple, toi, quand tu vas sur YouTube, tu utilises le plugin vidIQ, V-I-D-A, vidIQ, donc V-I-D-I-Q. Et derrière, tu le connectes à ta chaîne YouTube et ça va te donner toutes tes datas. Et tu lui dis, bah voilà, en fonction de ce que tu as et en fonction de ce que je fais et de ce que tu as consigné dans l'exercice de tes fonctions, donne-moi les prochaines vidéos qui pourraient être intéressantes de faire et avec les types de profils. Parce qu'elle va te dire, bah, OK, basé sur toutes tes datas, en fait, il faudrait que tu aies une personne qui soit spécialisée dans ça. Tu vois. Et tu vas pouvoir gagner du temps, tu vas pouvoir lui demander de faire des scripts, et voilà. Mais donc, tu as pu créer, on va dire, ton propre chat GPT en interne pour ne pas que pour ne pas que justement comment dire, les données aillent ailleurs, c'est ça? Ouais, alors tu peux, si tu veux le faire toi-même de ton côté, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui pour le faire. Nous, on l'a fait vraiment avec nos propres technos. Pour autant, tu peux aussi commencer de faire des choses de ton côté uniquement avec des outils comme Typing Mind. OK. Je vais juste devoir mettre en pause 2 secondes, si ça ne te gêne pas. Non, pas tout de suite, t'inquiète. Parce que on est plusieurs aujourd'hui. Tac, je laisse prendre ça. Merci. Hop. Voilà, nickel. Et en fait, derrière ça, avec Typing Mind, tu vas être capable de créer ton propre modèle de discussion en fine-tune. Mais en plus de ça, tu vas avoir un autre outil qui a été développé par Quora, la plateforme qui s'appelle QORA, s'appelle poe.com. Et en fait, tu as accès à tous les modèles d'intelligence artificielle aussi là-bas, et tu as la capacité de discuter avec des bots qui sont déjà prédéfinis. Attends, mais je l'ai pas très très loin. Tu as les modèles Llama pour Facebook, tu as les modèles de Claude, je ne sais pas si ça te parle. Ouais, ça me vient du Claude, ouais. Llama, c'est Facebook, Llama. Ouais, Llama. Ah, Llama. Tu as Google Palm aussi. Puis après, tu as plein de robots que tu peux créer toi-même de ton côté. Mais encore une fois, ceux qui sont fine-tunés, c'est des robots qu'on fait nous-mêmes, qu'on développe nous-mêmes, basés sur nos propres serveurs, etc., de l'Amazon et autres. Mais on n'héberge pas toutes les datas. On n'héberge pas toutes les datas dans des endroits où on ne maîtrise pas en fait ce qu'on partage. Mais là, toi, ce que tu fais actuellement, si une personne lambda voudrait se lancer, quelles seraient les bases qu'elle devrait apprendre pour pouvoir arriver à un certain stade? Bah là, moi, ça fait 10 ans que je fais des nouvelles technologies. Et professionnellement, ça fait 5 ans. Donc, en fait, aujourd'hui, les 2 activités qu'on a, on en a plein d'autres parce que j'ai des entreprises dans lesquelles j'ai investi qui évoluent autour de l'écosystème qu'on a créé. La première, c'est Major Consulting. Donc là, c'est l'accompagnement de dirigeants ou de chefs d'entreprise ou d'entreprises avec de la formation. Exemple, on a formé les équipes de GRDF. Ça parlera à tout le monde sur de la sensibilisation à l'IA. Et ensuite, une autre entreprise qui s'appelle No Limit Inc., qui est juste en dessous, là, sur le lien. Et cette entreprise-là, en fait, c'est un gros groupe d'entrepreneurs francophones qui nous permet de créer ce qu'on appelle des hybrides. C'est des entrepreneurs qui maîtrisent les nouvelles technologies, les axes liés à la crypto-monnaie, à la blockchain, à l'intelligence artificielle, à la robotique, à l'automatisation et au no-code. Et en fait, on met tout ça à l'intérieur et les gens, ils ont un parcours où ils vont apprendre tout ça en fonction de différents tests qu'on va faire avec eux. Par exemple, si tu viens chez nous, on va voir Baki, il est spécialisé en dev, mais voilà, ça le saoule. Ben, super, ça tombe bien parce qu'il a aussi une autre passion, c'est de faire de la vidéo et de la photographie. Vu que son métier de photographe et de vidéaste, il va certainement disparaître à l'ère de l'IA,
Mhm. Parce que je le rappelle, hein, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il ne va pas disparaître, mais il va évoluer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as des Thermomix dans les cuisines. Ce n'est pas pour autant que tu as des Thermomix que les cuisiniers, ils ont disparu. Mhm. Tu vois, ben, c'est la même chose avec les photographes et les monteurs. Leur métier a juste évolué pour gagner du temps. Et ben, on va pouvoir te mettre en relation avec une équipe, te former dans un domaine et ensuite te suivre sur 1 an jusqu'à ce que tu arrives à monétiser tes compétences et avoir un retour sur investissement là-dessus. Et Mhm. ça, c'est le but. Et en fait, vu que tu es dans une communauté d'entrepreneurs bienveillants aussi, où on n'essaye pas d'aller chercher la dernière arnaque à la mode pour pouvoir ensuite te la faire faire, et ben derrière, ça va te permettre de prendre en compétence, de bâtir ton réseau sans devoir payer une école de commerce à 40 ou 50 000 balles. Mhm. Mais est-ce que les personnes qui rentrent chez No Limits ont déjà une compétence ou bien c'est vraiment pour n'importe quel type de personne? Alors, elles ont forcément des compétences intrinsèques, c'est-à-dire que c'est des choses qu'elles ont maîtrisées soit dans le temps. Par exemple, toi, tu joues au badminton quasiment tous les dimanches. À force, tu commences à avoir un bon niveau, tu vois, Mhm. Ouais. depuis que tu es petit. C'est la même chose ici. Si tu as des passions dans lesquelles tu es devenu vraiment doué, on regarde déjà au démarrage si ces passions peuvent être monétisées. Parce que si qui dit passion, dit que tu n'as pas la sensation de travailler. Tous les jours, je passe 5 heures devant l'ordinateur, plus d'autres trucs dans des appels téléphoniques. Je n'ai pas la sensation de travailler parce que je fais ce que j'ai toujours voulu faire, d'où j'ai envie et quand j'ai envie. Et on cherche déjà en un la passion et en deuxième, on cherche les compétences hard, les hard skills. Hard Les skill, ouais. compé- ouais. Donc, tu as soft skills et hard skills. Mhm. S'il y a des hard skills, on va essayer de créer un champ de compétences autour de ça. Si tu es un dev spécialisé sur un seul langage de programmation, on va essayer d'aller développer des autres langages de programmation avec toi ou de trouver de la création d'autres applications mobiles, etc. Parce que ton métier, si tu es un expert dans un domaine, si tu es un expert aujourd'hui dans un domaine et que tu es hyper spécialisé, demain tu es mort. Parce qu'en fait, les hyper spécialistes, avec l'IA, on est capable de les avoir aussi. Mhm. Mais les mecs qui sont capables de faire des relations comme un système neuronal dans un cerveau qui te connecte telle idée avec telle idée et telle personne, ça, c'est beaucoup plus difficile. Si je discute avec Baki et que je sais que Baki il a une chaîne qui est en train de grossir, il a déjà plus de 72 vidéos sur sa chaîne, et que je connais un petit gars qui démarre les shorts et que Baki il a besoin de shorts, et ben ma capacité va être une capacité relationnelle cette fois à aller connecter les deux pour créer des étincelles. Tu vois, et donc, c'est en fait ça aussi qu'on essaye de faire, c'est d'amener des connexions qu'ils n'auraient pas eues en sachant que la communauté elle est bienveillante, elle n'est pas là en mode bon, ben, je te demande 50 000 balles pour aller me faire une page de vente. Et ça s'est Mhm. déjà vu. Hein. Donc, voilà. Mais comment est-ce que tu as fait pour pouvoir valider ce problème sur le marché? Pour pouvoir, Pour pouvoir valider le problème sur le marché? Comment est-ce que tu as fait pour pouvoir le valider, genre le besoin que les gens ont besoin, comment dire, ont ce besoin du coup de se professionnaliser en fonction de leur passion plutôt. bah, en fait, ils ont été contraints par les nouvelles technologies parce qu'on travaille notamment avec une grosse marque prestigieuse de montres que les gens trouveront assez rapidement, normalement. Mais c'est juste que je ne peux pas le dire, je ne peux pas le citer comme ça en enregistrement. Mais en cherchant sur ce site, vous devrez le trouver, normalement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un des dirigeants de cette boîte s'est rendu compte que les jeunes qui arrivent et qui sont la génération 1995, 2000, 2010 sont des jeunes qui maîtrisent très bien les nouvelles technologies. Et dans une entreprise où on travaille de plus en plus avec ça, et qu'on ne maîtrise pas parce qu'on est un vieux briscard et qu'on est devenu extrêmement doué avec des compétences singulières très avancées, ça pose très vite des problèmes parce qu'on peut très vite être remplacé par une main-d'œuvre moins élevée et surtout plus productive. Donc, en fait, le phénomène n'est pas un phénomène de mode, c'est un phénomène social et sociétal qui est lié à l'évolution des jeunes comme toi et moi qui commençons à maîtriser ces domaines
très rapidement. Et la génération qui arrive des mecs de 13 à 15 ans, là, sont aussi très énervés. Je pense qu'on verra des millionnaires aussi. Je pense qu'on verra très certainement des jeunes millionnaires à 13 ans ou 13-15 ans pour que ce soit plus raisonnable, parce qu'ils auront saisi déjà un niveau de maturité beaucoup plus rapidement que les autres et que la technologie leur donne la capacité de le faire avec des vidéos sur YouTube, avec l'hyperconnexion, tous ces éléments-là, tu vois. Et sur le long terme, ça peut rapporter très, très vite. Mais là, déjà, on peut déjà le voir sur Twitter avec. Il y a quand même déjà quelques petites personnes qui ont 15-16 ans et qui font des landing pages incroyables sur Webflow. Il y a aussi d'autres personnes qui s'initient dans le dev dès le plus jeune âge parce qu'ils sont, comment dire, ils sont montés dans le train du bull run, tu vois, et ils ont vu que la plupart des projets avaient besoin de dev. Du coup, ils ont commencé à s'initier dans c'est pas le React, c'est le Dev Solidity. Voilà. C'est ça, ouais, dans Dev Solidity. Et là, ils se préparent justement pour la prochaine vague du bull run. Et donc, ouais, moi-même, j'ai remarqué que ça commençait déjà dès tout petit, alors qu'avant, je pense qu'il y aurait très peu de personnes qui auraient commencé à ça. Comme par exemple, moi, à 16 ans, je commençais à peine à comprendre, on va dire, oui, voilà, il faut que je commence à me faire un petit peu d'argent, argent de poche par-ci par-là. Mais commencer à 13-15 ans, jamais de la vie. J'étais plus en train de regarder la télé, en train de regarder mes séries, en train de regarder des mangas. Mais jamais de la vie, je penserais à commencer à gagner de l'argent. Bah, oui, après, parce que les gens, on leur a inculqué que l'argent faisait tout. Mais c'est encore du bullshit, parce qu'en fait, si tu n'as pas la santé, tu as un cancer en phase terminale, tu as beau avoir des millions et des millions. Il y a un gars qui était très intelligent et très intéressant, s'appelait Steve Jobs. Il s'est très vite rendu compte sur son lit de mort que l'argent était intéressant parce qu'il donnait du pouvoir. Mais derrière ça, face à la mort, on est tous les mêmes. Et moi, j'ai un objectif long terme. C'est pour ça qu'en fait, je rentre de plus en plus dans la dynamique du biohacking, etc. Et je pense qu'un jour, je lancerai un sujet vraiment là-dessus. Et je me ferai certainement copier ensuite, comme d'habitude. Mais le biohacking et l'extension de la durée de vie chez l'être humain, c'est un véritable sujet. Parce que si tu as quand même un bon code génétique, il y a des erreurs que tu peux éviter qui peuvent te permettre d'éviter qui peuvent te permettre de créer des cellules cancéreuses parce que tu as une trop grosse consommation de sucre, parce que tu as une alimentation qui n'est pas bonne, parce que tu as une sédentarité qui est très appuyée. Tu vois, plein de choses comme ça. Et c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants. De gagner de l'argent, forcément, c'est toujours important. Mais pour autant, il faut lier l'utile à l'agréable et considérer l'argent comme un outil qui, dans une démarche sur le long terme, ne peut pas être considéré comme un succès. Pour certains, ça sera forcément un succès, mais le succès se signale, à mon sens et selon moi, par le fait d'avoir obtenu à la fois la santé, à la fois l'évolution personnelle et extra-personnelle, donc ta famille qui a pu t'accompagner, et surtout l'égoïsme, l'ego de côté, qui pour moi est aussi très important parce que regarde Keanu Reeves, Matrix, Neo, tout ça, pèse des centaines de millions, il prend le métro, il prend toutes les activités comme la plupart des personnes et zéro souci. Enfin, le mec est le mec le plus chill au monde sur sa thune. Alors effectivement, c'est loin des longs discours qu'on vend sur du YouTube, mais c'est certainement pas un discours que moi je te ferai. Et si jamais ça les intéresse, bah moi je suis pas de cette école-là. Et en fait, j'ai fondé la boîte sur 3 valeurs, c'est l'honnêteté, l'intégrité, la loyauté. Et on essaye de s'y tenir. Ou par exemple, tout le monde te dit à chaque fois, je fais 15 millions et tout ça. Et en fait, un jour, j'ai fait des explications pour me foutre de la gueule de quelques personnes qui font ça, en mode satirique. Personne n'a compris parce qu'en plus, à la fin, j'ai fait exprès de bien détailler et autres. Et de tout le temps lier tout à l'argent, en fait, c'est malsain parce que toi, dans un business, tu vas aussi avoir ce problème de te dire, putain, on fait le même business tous les deux, ensemble. Le marché, c'est le même. Pourtant, lui, il fait 150 000 par mois. T'en sais rien. Il ne faut pas te poser de questions sur combien fait le voisin, parce que le voisin, il ment. Il voit ce que font les autres et il voit que quand il ment, ça ramène du client.
Et il y a un peu cette tendance sur les réseaux sociaux où c'est plus je mens sur mes chiffres, sur mes résultats, plus je m'invente un lifestyle, plus derrière, je peux être important et je peux attirer des clients. Ça marche sur le court terme, mais sur le long terme, soit tu es bouffé par l'ego, soit tu es bouffé par la maladie, soit tu es bouffé par l'argent. Donc en fait, il y a vraiment la partie fake it until make it, du coup, qu'on voit un peu partout. Mais ouais, c'est vrai. Mais pour toi, du coup, la finalité, enfin moi, plutôt mon ressenti, c'est que l'argent, ce n'est pas une finalité. Ça permet uniquement de ne pas penser au lendemain et se dire que bah, demain, c'est je peux un me retrouver à la rue. confort. C'est ça. Ça t'amène un matelas de sécurité qui te fait dire, en fait, il y a un déblocage qu'il y a dans ton cerveau qui est, quand tu trouves un problème, quand tu trouves une difficulté, il y a un mec intelligent, je ne sais plus qui a dit ça, qui a prononcé les mots suivants. C'est que l'entrepreneur, la personne lambda, dans la difficulté, voit un problème, l'entrepreneur voit une opportunité. Et en fait, c'est extrêmement clair. C'est que si demain, toi, tu es capable, en tant qu'entrepreneur, d'identifier des problèmes, donc tu vas être tout de suite capable de trouver comment les monétiser. Mais une personne lambda continuera à chaque fois se dire, est-ce que je ne peux pas avoir des aides? Est-ce que je ne peux pas faire ci? Est-ce que je ne peux pas faire ça? Le principe d'action sera toujours très bas. Et en fait, tout le monde a la capacité de passer à l'action. Il y a juste une faible proportion des gens qui préfèrent se complaire dans une situation de confort parce que ça leur semble trop difficile, parce qu'ils ont trop de ressources à mettre en marche de leur côté là-haut et dans les tripes, et ils ne le font pas. Et c'est OK, mais c'est juste qu'après, on ne peut pas se plaindre d'avoir une situation qu'on ne veut pas. Ok, mais comment elle devrait faire du coup dans ce cas-là pour pouvoir avoir ce déclic? Moi, je l'ai eu à cause d'accidents. D'autres l'ont parce qu'ils ont eu leur première fois. Si, moi, j'ai un exemple très récent. Il y a une des personnes chez nous, elle ne pensait pas qu'elle pouvait gagner beaucoup d'argent en consulting. On l'a pris en appel, je lui ai expliqué comment faire, etc. Dans la discussion, on lui avait vendu pour lui un client à 2500 euros par mois. Il a eu ses premiers 2500 euros par mois, plus un deuxième client qui est arrivé ensuite à 3100, pardon, c'est hors taxe ou TTC. Avec la France, je n'ai pas envie de faire la conversion, mais 3100 ou 3200. Et donc, du coup, au bout d'un mois, il a touché 5000 et quelques. Et on a une autre personne qui, elle, est hypnothérapeute, qui s'appelle Isabelle, qui en 6 semaines a fait 25 000 euros. Tu vois? Donc, le déclic qu'ils l'ont eu à ce moment-là, c'est qu'ils ont vu que c'était faisable. Mais il faut aussi pas oublier quelque chose, c'est que le processus entrepreneurial est un processus difficile. Au bout de 10 ans, j'ai toujours pas la prétention de dire que j'ai réussi quoi que ce soit, parce qu'en fait, tu fais que de prendre des portes dans la gueule et ta capacité à te prendre le nombre de portes. Et en fait, quand tu es entrepreneur, on juge surtout ta capacité à prendre des portes dans la gueule et à relever la tête après que tu as pris une porte dans la tronche et que plus tu as la tête ensanglantée, mieux c'est, jusqu'à ce que tu arrives à un joli petit bâtiment où on va te soigner toutes tes blessures et ensuite tu vas pouvoir repartir après 6 à 5 mois de galères, de problèmes, comme un sous-neuf. Tu vois. Ouais, Donc en je fait, vois. c'est ça l'entrepreneuriat. C'est que tu dois garder en tête que tu vas en chier, mais tu vas plus en chier pour quelqu'un, tu vas en chier pour toi. Donc, quand tu seras dans une situation difficile, ce sera la responsabilité de la personne que tu es ou de l'extérieur, si c'est l'extérieur. Mais on ne peut pas faire de généralités qui font que beaucoup de personnes se rattachent à ça, comme quoi l'entrepreneuriat, c'est incroyable, c'est génial, etc. C'est faux. C'est l'entrepreneuriat, c'est une belle expérience, mais c'est une belle expérience qui, sur le long terme, euh, euh, n'est pas sain. Et ce serait mentir que de dire le contraire. Ouais, mais du coup, pour toi, vraiment, une personne serait mieux de rester dans sa zone de confort, donc le salariat par exemple, plutôt que de prendre le chemin difficile de l'entrepreneuriat. Euh, Ça dépend, ça dépendrait vraiment des personnes dans ce cas-là. Donc, il n'y aurait pas un choix qui serait meilleur que l'autre. C'est simple. Tu veux savoir si tu es entrepreneur ou si tu es prêt à aller affronter ça. Est-ce que dans ta tête, euh, quand tu as un décès,
quand ton père ou ta mère il va décéder, genre là maintenant, ton père ou ta mère il décède, c'est cette question hein, qu'il faut se poser. C'est ce que je ferais en tout cas. C'est est-ce que tu viens d'apprendre que ton père et ta mère sont décédés maintenant, donc tu as potentiellement tout perdu. Que tu les aimes, que tu les aimes pas, on n'est pas là, on imagine que tu les aimes. Est-ce que toi, alors qu'ils viennent de décéder, tu vas être capable de prendre un petit coup de respiration et de te dire, ils sont malheureusement décédés, mais j'ai la nécessité de faire une tâche qui me reste, qui est très importante, avant d'aller pleurer pour pouvoir me couper des papiers de l'enterrement, etc. Et la majeure partie des personnes vont te dire, bah, c'est évident que non. Et c'est ce qu'on a typiquement là, c'est qu'un entrepreneur, malheureusement, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, si c'est un entrepreneur indépendant et qu'il a besoin de travailler pour pouvoir faire encore un petit peu décoller son activité sur une seule et ultime tâche qui peut être importante, parce que c'est toujours une situation difficile, et ça, c'est expliqué dans le cadre d'un exemple concret, hein, là, maintenant, parce que forcément, dépend. Alors, potentiellement, tu peux être un bon entrepreneur et te lancer, parce que ça veut dire que tu es face à une énorme difficulté, et que là, bah, si tu arrives à abattre cette difficulté-là, tu pourras tout abattre. C'est dur hein, comme exemple, mais je pense qu'en fait, il est suffisamment dur pour parler un peu à tout le monde. Ouais, je pense que c'est vraiment le meilleur exemple qu'on pourrait donner pour les personnes qui se poseraient la question s'ils sont peut-être entrepreneurs ou non. Mais sinon, pour toi, est-ce que tu as une ambition ou bien un objectif que tu voudrais atteindre de manière personnelle à court terme ou bien long terme? Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai dit qu'on était tous les deux connectés à quelque chose en particulier en off. Mais ouais, effectivement, il y a bien quelque chose. C'est qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est très simple. C'est trouver un moyen d'améliorer la durée de vie de l'espèce humaine. Et je sais qu'on ne fait pas ça du jour au lendemain. Mais par contre, avec des outils qui existent aujourd'hui, on est en mesure de le faire. Le seul et unique but de ma potentielle existence pour le moment, c'est d'arriver à montrer à suffisamment de personnes qu'elles sont en mesure de pouvoir y arriver, si elles ont évidemment le capital génétique nécessaire plus la chance qu'il faut, parce que dans une classe de 20 personnes, je ne sais plus quelle étude avait montré ça, mais dans une classe de 20 personnes, arriver à 60 ans, sur toutes ces personnes-là, normalement, il y en a 4 qui sont déjà décédées, une qui est devenue multimillionnaire, et la très grande majeure partie s'en sortent moyennement, entre 4 et 5, je crois. Et le reste est tout au crochet de l'État. Tu vois ? Et en fait, l'idée, ce serait d'arriver à créer une sorte de boucle vertueuse dans laquelle les gens se développent dans ce qu'ils ont envie, mais également avec la santé et tout ce qui va avec. Et la Suisse est le premier système de santé au monde. Et c'est pas pour rien que je suis implanté ici, c'est parce que j'ai accès et je vais régulièrement à des événements sur ça, où je fais des très très bonnes connaissances et mises en relation à l'EPFL, à Lausanne, à l'EHEL, plein de choses comme ça, où je discute avec des scientifiques et notamment une personne en particulier qui un jour interviendra en podcast chez nous, qui a développé de manière expérimentale un antidote, si on peut dire, pour lutter contre le cancer du poumon, du rein et de la thyroïde. Ah ouais. Sur des personnes qui sont en phase 4 de cancer, donc phase terminale presque. Et ça, c'est du stade expérimental. Ça a été testé sur une dizaine de personnes. Ça fonctionne sur ces types de personnes. Donc, peut-être que c'est des personnes qui sont spécifiquement hispaniques, peut-être que c'est des personnes qui sont spécifiquement africaines, qui viennent d'Abidjan ou n'importe quoi, tu vois. Mais, en tout cas, en Suisse, il y a des belles choses qui s'y passent. Et en termes de santé, c'est pour ça qu'à terme, je cherche à construire un véritable écosystème. Parce que tout le monde te parle d'Elyséum, etc. Mais finalement, qui le crée personne, ou du moins, on essaye de se dire que c'est le cas. Mais ici, on est en train d'essayer de faire des choses pour. On verra où ça va aller, mais le but à long terme, c'est ça. Pas de créer un Elyséum, mais de créer un espace dans lequel tout le monde peut avoir du business profitable, parce qu'en Suisse,
même si c'est un pays qui est riche, il y a quand même des disparités. Mais ces disparités, elles font quand même que tout le monde a un revenu qui est assez élevé et qui permet à tout le monde d'avoir une épargne sur laquelle l'État ne vient pas ponctionner tout ce qu'il peut. Ok. Ok, mais en tout cas, merci à toi pour aujourd'hui, Major. Ça a été vraiment un régal d'échanger avec toi. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Partout sur les réseaux, c'est Major-AGV. Et après, alors c'est valable peut-être maintenant, peut-être dans le temps ça évoluera, mais il y a l'adresse mail en fait sur laquelle vous pouvez nous écrire, c'est hello@nolimit avec un S, tout attaché, -du6inc.com. Et vous pouvez En nous tous les cas, écrire. ça, je mettrai ça en description. Ce sera plus simple, comme ça les gens pourront directement soit te contacter par email ou bien via tes réseaux sociaux. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En tout Sur cas, Instagram, on rigole pas mal aussi. parfait. En tous les cas, je mettrai ça aussi en description. Merci à toi pour aujourd'hui, Major. Avec plaisir, merci à vous et à très bientôt et bon courage. Merci, salut. Du coup, voilà les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter, à me suivre sur les réseaux et aussi à suivre Major sur ses différents réseaux. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.